Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, un résumé des paroles de Xi Jinping sur les relations interdétroits. Le président Xi Jinping a déclaré que le développement pacifique des liens transdétroits constituait le souhait commun et la volonté ferme de tout le peuple chinois. Il a précisé que le gouvernement chinois ne devait pas les décevoir. Xi a indiqué aux députés que la politique à l'égard de Taïwan était claire et constante et que cela ne changerait pas avec le changement de la situation politique à Taïwan. Le président a déclaré que la partie continentale adhérera au consensus de 1992 en tant que fondation politique pour les liens. Xi a précisé que le consensus et ses implications clés sont les prérequis d'une fondation politique commune, tout comme le maintien de bonnes interactions. Le président a déclaré que la partie continentale du pays allait à l'avenir promouvoir la coopération et les échanges dans tous les secteurs, approfondir l'économie et l'intégration sociale et améliorer le sens d'une communauté de destinée commune. Xi a spécifié que le gouvernement central endiguerait de façon ferme toute activité sécessionniste visant à l'indépendance de Taïwan, de quelque forme qu'elle soit, et préserverait la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il a déclaré que le gouvernement central n'autoriserait jamais une répétition de la tragédie historique de la sécession nationale. Les membres de la délégation taïwanaise présente de session ont salué les remarques du président Xi Jinping concernant les relations transdétroits. Ils ont indiqué que la déclaration du président faisait part de la détermination à préserver le développement pacifique des relations entre Taïwan et la partie continentale de Chine. Le président a déclaré que nous sommes opposés aux activités sécessionnistes sur l'indépendance de Taïwan sous toutes leurs formes et préserverons la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Je pense qu'il s'agit là de la ligne de base des relations transdétroits, mais aussi d'un avertissement aux activités sécessionnistes visant à l'indépendance de Taïwan. Le peuple taïwanais fera partie du grand rajeunissement de la nation chinoise. Les 23 millions de Taïwanais ne seront pas absents du processus. L'histoire nous raconte qu'avec l'unité nationale, nous pourrons réaliser ce rajeunissement et devenir plus forts. Le président a appelé à de plus grands développements dans les relations transdétroits et aussi sur le plan de la coopération dans différents secteurs. Je pense qu'il s'agit d'une forme de garantie pour les populations de chaque côté du détroit de Taïwan. Cela montre que tant que nous joignons nos mains et travaillons ensemble, nous pourrons créer de bonnes perspectives de développement pour notre pays, notre nation et notre peuple. Le ministre des Finances, Luo Jiwei, a informé les médias sur les politiques économiques et fiscales de la Chine. Il a déclaré que la Chine prévoyait de relever le taux de déficit par rapport au PIB à 3% cette année. Et cela pour empêcher que la croissance économique ne baisse trop rapidement et faciliter la réforme structurelle. Il s'est également exprimé sur la hausse des mauvais prêts bancaires des banques. Il a déclaré que le mécanisme du marché et le soutien du gouvernement pourraient aider la Chine à traiter cette question. Il précise que ses inquiétudes concernant la hausse des prêts non performants étaient dues à l'importance des banques dans le système financier et l'économie nationale. Le ministre des Finances a annoncé que les taxes commerciales dans toutes les industries seraient remplacées par des taxes sur la valeur ajoutée avant mai. Il a en outre mentionné les réalisations obtenues sur le plan de la réforme fiscale et de celle de l'impôt. Selon les propos du directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Xu Shaoshi, la réforme structurelle axée sur l'offre sera abordée comme une tendance du développement économique dans le cadre de la nouvelle normalité en Chine. Il a formulé ses commentaires sur les principaux points du 13e plan quinquennal ce matin lors d'une conférence de presse. Xu Shaoshi a indiqué que ces nouveaux concepts économiques établis dans le cadre de la nouvelle normalité seront exécutés dans tous les domaines du plan. Selon la réalité économique chinoise, nous aborderons la réforme structurelle axée sur l'offre comme une tendance de nouveaux concepts et de développement économique dans le cadre de la nouvelle normalité. De cette façon, nous pourrons établir des piliers politiques, à savoir des macro-politiques stables, des micro-politiques industrielles flexibles, des politiques de réforme pragmatiques ainsi que des politiques sociales rigoureuses. Réduire les surcapacités industrielles est l'une des principales tâches que le gouvernement s'est fixée pour la réforme structurelle de l'offre. M. Xu a déclaré que celle-là progresse en douceur.
La Commission travaille avec des départements sur des plans pour réduire considérablement les surcapacités, à commencer par les secteurs de l'acier et du charbon. Il a ajouté que de 100 à 150 millions de tonnes de capacité de production de l'acier et environ 500 millions de tonnes de capacité de production de charbon seront réduites dans les 5 ans à venir. Il a rejeté comme fallacieuse l'idée d'un atterrissage en catastrophe de l'économie, disant que celui-ci n'aurait lieu d'aucune manière. Il a aussi dit que le taux de croissance de 6,9% est dans une fourchette raisonnable et que le changement de rythme de l'économie, l'optimisation des structures et le changement de vitesse se déroulent tous sans accroc. Et c'est la réforme de l'offre qui domine les deux sessions jusqu'à présent. 5 conseillers politiques nationaux viennent d'informer les médias sur ce thème. Voici Li Yining, un économiste en chef, également membre du comité permanent de la CCPPC. Il s'exprime sur sa vision de l'économie chinoise et sa progression pour cette année. L'économie chinoise demeurera stable et verra des progrès en 2016. Il s'agit d'une tendance généralisée. Nous mettrons encore en œuvre une politique fiscale proactive ainsi qu'une politique monétaire prudente. La clé est de demeurer prudent. À la place, l'économie a besoin d'ajustements directionnels et de contrôle, d'ajustements fins et de préajustements. L'investissement et la consommation au sein de l'économie ne seront pas brutalement réduits. En fait, il y a de nombreux projets qui ont besoin d'investissement en Chine. Également lors de la conférence de presse, Yi Gang, membre du comité permanent de la CCPPC, s'est exprimé sur le comment établir le taux d'ajustement ainsi que le mécanisme de transition de la Banque centrale, alors que le plafond du taux de dépôt a été supprimé. Le point clé actuel pour la libéralisation du taux d'intérêt est de compléter le mécanisme de transmission du taux d'intérêt et l'efficacité de la Banque centrale afin de contrôler le taux du marché. Premièrement, nous devons compléter et perfectionner la politique de la Banque centrale contre le système de taux et ainsi renforcer la fonction visant à mener le taux du marché. Actuellement, la Banque centrale utilise l'opération du marché ouvert ainsi que les avantages des dépôts et autres prêts pour mener le taux du marché à court terme. Deuxièmement, nous devons prendre les mesures pour former un système autorisant la Banque centrale à opérer un changement allant du contrôle du taux du marché à court terme au taux du marché à moyen et long terme. Dans le même temps, la Banque centrale peut également recourir au taux de refinancement ainsi qu'au taux fonctionnel de prêt à moyen terme en vue de former un taux à moyen et long terme. Troisièmement, nous devons également perfectionner le système de détermination du risque en lien avec le marché. Nous devons utiliser un mécanisme d'évaluation macroscopique et en profondeur visant à stimuler et à maîtriser la conduite des prix sur le marché. Dans le même temps, un autre membre du comité permanent de la CCPPC, Chen Xiwen, qui supervise la réforme agricole de Chine, nous a fourni plus de détails sur la façon dont le pays gérera la question de l'offre dans le secteur. Il y a 3 zones majeures au sein desquelles il nous faut pousser la réforme de l'offre dans le secteur agricole. Premièrement, pour achever l'équilibre de l'offre en matière de production de céréales, nous devons améliorer et stabiliser les capacités de production des céréales. Deuxièmement, nous devons à l'avenir ajuster les diverses structures de production des céréales afin de mieux nous adapter aux besoins du marché. Troisièmement, si nos produits n'ont pas de prix compétitifs, les produits céréaliers venant des marchés internationaux vont entrer. Donc nous devons nous concentrer davantage sur l'innovation et la réforme dans le secteur. L'innovation technologique peut aboutir à une plus grande pression sur la production de céréales, ce qui entraînera une réduction des coûts de production et une amélioration de l'efficacité. En addition, il devra y avoir une réforme et une innovation dans le système et les mécanismes actuels. Et comme nous le savons tous, nous poussons activement cela concernant les prix, les subventions et les mécanismes de stockage des principaux produits céréaliers. Le rapport de travail du Premier ministre chinois Li Keqiang souligne la future reconstruction de l'économie. Alors que les conseillers politiques se sont réunis pour discuter du rapport, certains d'entre eux ont expliqué ce que la réforme pourrait apporter à l'économie mondiale. Les élites de l'économie chinoise ont commencé à discuter du rapport de travail gouvernemental après sa présentation samedi par le Premier ministre Li Keqiang. Dans ce document, il est indiqué que le gouvernement continuera sa réforme structurelle de l'offre et visera à encourager de nouveaux moteurs de croissance par le biais de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Et l'un des conseillers politiques d'expliquer que cela exclut l'exportation de la surcapacité et l'importation de haute technologie, ce qui bénéficiera à l'économie mondiale dans les deux sens. La réforme de l'offre va bénéficier à l'économie mondiale dans les deux sens, tant sur le plan des exportations que des importations. La Chine a besoin de produits de haute qualité et de haute technologie venant du marché mondial, alors qu'elle restructure son économie. Et notre technologie et notre capacité disposeront également de leur marché dans d'autres pays en voie de développement. La Chine est en train d'évoluer d'une économie menée par les exportations vers une économie orientée par la consommation. Le PDG de Lenovo estime qu'avec la Chine représentant 30% de la croissance économique mondiale, le monde n'est pas concentré sur les mesures spécifiques à prendre, mais davantage sur les possibilités de maintenir une croissance saine et durable. L'ouverture de l'Assemblée populaire nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple samedi matin. Après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Bon, par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants. Surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants, surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée populaire nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine, du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal. Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. L'Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir. Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient. Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des 2 dernières années depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. China is at a very important period in their development because La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9%, alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine car tout a été prévu et le pays est préparé. La Grèce continue de voir un flot de réfugiés se masser à sa frontière avec la Macédoine pour rejoindre le nord de l'Europe. Les conditions deviennent de plus en plus difficiles et les centres d'accueil se trouvent tout près de l'asphyxie. Reportage. Voici la frontière que chaque réfugié bloqué en Grèce souhaite désespérément atteindre. Les autorités ont interdit aux bus de les emmener à la frontière, mais les bus arrivent dans les villages alentours. D'ici, la plupart débutent une longue marche en vue de rejoindre le camp déjà surpeuplé qui se trouve à la frontière. Mais d'autres, tels que Baïda, enceinte, se sentent perdus lorsqu'on leur explique les terribles conditions qui les attendent dans ce camp. Restez avec nous s'il vous plaît et dites-nous ce que nous devons faire, s'il vous plaît.
Avec l'aide de la police, Baïda et sa famille ont accepté de se rendre dans le nouveau centre de réception de la région. Ici, certains locaux les accueillent avec leur tarte maison. Ils ne connaissaient pas l'existence de ce centre pour réfugiés, un centre qui peut accueillir plus de 2000 personnes. Mais beaucoup repartent rapidement après leur arrivée. Ils préfèrent en effet attendre à la frontière dans l'espoir de rejoindre la longue file d'attente pour traverser. Pour d'autres, la fin de la route se trouve dans cette station-service. Les taxis et bus transportant des réfugiés venus de l'extérieur de la province et qui souhaitent atteindre la frontière doivent s'arrêter ici. Des centaines de personnes se trouvent coincées et davantage sont sur le point d'arriver. Afin d'éviter un goulet d'étranglement, la police a réquisitionné un bus pour emmener une partie d'entre eux dans le centre de réception. Ceux qui ont de l'argent montent à l'intérieur, pensant à tort que ce bus pourra les emmener à la frontière. Partout, les chauffeurs font monter les gens. Vous ne pouvez pas les arrêter. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là où les gens vont? C'est une situation dramatique. Les frontières doivent être ouvertes pour que les gens puissent partir. Mais seuls quelques centaines de réfugiés peuvent le faire chaque jour. Une grande partie du reste campe près d'autres stations-service ou dans des hôtels de la région, se demandant s'ils devraient également se ruer vers le camp se trouvant à la frontière. Mais là-bas, les files d'attente pour recevoir de la nourriture ou voir un médecin augmentent d'heure en heure. Des volontaires, des organisations humanitaires et des locaux, tels que Despina Eustatiadou, apportent ce qu'ils peuvent pour en aider le plus possible. Nous avons décidé avec un ami d'organiser volontairement ce rapide voyage. Une vingtaine de personnes sont montées dans ce minivan, rempli de nourriture faite maison, de la nourriture pour bébés, des produits hygiéniques, des vêtements, des jouets, tout ce dont vous pouvez imaginer. Nous les avons apportés ici et nous les distribuons à ces gens pour leur montrer que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes avec eux, que cette crise est avant tout une crise humanitaire et qu'il est nécessaire qu'il y ait de sérieuses décisions politiques pour résoudre leurs problèmes. Mais avant que cela n'arrive, le désespoir monte parmi les réfugiés. Et cela devrait continuer de monter car, disent-ils, pour le moment, seul un petit nombre d'entre eux ont pu atteindre l'autre côté de la frontière grecque. Il y a presque exactement 2 ans que le vol MH370 de la Malaysia Airlines Flight a disparu sur l'itinéraire Kuala Lumpur-Beijing avec 239 passagers et membres de l'équipage à bord. Et les familles, les amis et les sympathisants se sont réunis dimanche pour une cérémonie commémorative. Un peu plus tôt dans la semaine, un morceau de queue dont on pense qu'il provient d'un avion Boeing a été trouvé au large du Mozambique. Cela a relancé les demandes pour que la recherche de l'avion se poursuive. Il y avait des poèmes et de la musique, des danses et des commémorations ressenties des êtres aimés. Un club de motards, des représentants éminents de l'opposition et des gens du monde entier ont montré leur soutien à ceux qui ont perdu un être cher. Il y avait moins de larmes que l'an dernier lors de ce qui était présenté comme une célébration de la vie. Mais alors que le mystère n'est toujours pas résolu, les blessures émotionnelles demeurent à vif. Les gens continuent de dire « Oh, remets-toi, cela fait 2 ans » et nous nous demandons comment, si quelque chose advient à quelqu'un que vous aimez, si quelqu'un vous dit que votre être cher est mort, la première chose que vous allez demander est « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et s'ils vous répondent qu'ils ne savent pas, vous n'allez pas vous satisfaire de cette réponse. Était aussi présent cet Américain qui a découvert la semaine dernière un morceau de débris qui, selon les experts, vient certainement d'un Boeing 777. Je suis là aujourd'hui parce que je me soucie vraiment de cet avion et que je veux m'assurer que la recherche se poursuive afin que les familles reçoivent les réponses qu'elles méritent. C'était le thème récurrent de cet événement. Les familles craignent que la recherche du MH370 ne soit stoppée vers le milieu de l'année si les équipes échouent à retrouver l'aéronef après avoir fouillé 120 000 km². S'il n'y a plus assez d'argent, mais qu'il se trouve quelque part un donateur fantastique disposé à financer et poursuivre la recherche, alors je serai très reconnaissante. Nous serons tous très reconnaissants. Mais s'ils s'arrêtent, je ne peux rien faire. Il ne nous reste plus qu'à les prier de poursuivre la recherche. Une fois de plus, il incombait aux seules familles d'organiser ce rassemblement avec le gouvernement malaisien pour commémorer la disparition de l'avion avec à son bord l'équipage et les passagers. L'épouse de l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, s'est éteinte à l'âge de 94 ans des suites d'une crise cardiaque.
Nancy Reagan était célèbre pour sa campagne anti-drogue Just Say No et sa féroce loyauté envers son mari. La loyauté et la dévotion de Nancy Reagan envers son mari étaient absolues, que les défis soient d'ordre politique ou concernant le combat de Ronald Reagan contre la maladie d'Alzheimer et sa mort en 2004. Nancy Davis a grandi dans une famille aisée de Chicago. Elle est devenue actrice, comme dans ce film où on la voit jouer avec la vedette qu'était Ronald Reagan à l'époque. Elle a épousé Ronald Reagan, qui était alors divorcé, commençant ainsi une histoire d'amour qui durera plusieurs décennies. L'intérêt du couple est ensuite passé de la comédie à la politique, débutant la longue montée des Reagan jusqu'au sommet du pouvoir politique, du poste de gouverneur à la Maison-Blanche. L'une des périodes les plus noires du couple a eu lieu lorsque le président a été blessé par balle lors d'une tentative d'assassinat menée par John Hinckley en mars 1981. L'état de santé de Ronald Reagan était alors jugé critique, mais il put se rétablir. En tant que première dame, Nancy Reagan s'est focalisée sur la lutte contre la toxicomanie parmi les jeunes. Après la Maison-Blanche, la dévotion de Nancy Reagan envers son mari, en proie à la maladie d'Alzheimer, lui a valu une grande sympathie. Nancy Reagan est devenue le symbole vivant de l'héritage international de son mari, l'accompagnant par exemple en Chine, et dont la politique étrangère fait encore écho dans les affaires étrangères américaines d'aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.